ça dessert là. Ouais. Là, il y a le... Je sais pas si c'est ça. Si, c'est ça ce qu'on appelle le vase d'expansion là. Bon, c'est là où il y a le niveau de liquide de refroidissement en fait. Il y a tout le circuit de refroidissement qui va entre le moteur et le radiateur en fait. Et il me semble que c'est cette partie-là qu'on appelle le vase d'expansion justement. Là, ça vient, d'accélérateur, tiens, c'est ça le câble d'accélérateur. Il faudra penser à le remettre après. Enfin, pas pour l'instant, vu qu'on n'a pas besoin. Faire levier. Ah oui, c'est juste posé là-dessus. Hein. Voilà. Et ça. Hop, voilà. Bon, en gros, c'est toute l'admission d'air, ça, je pense. Jusqu'au filtre pour les plus débutants qui savent pas vraiment comment ça fonctionne un moteur de voiture, un moteur à 4 temps quoi. En gros là tu as l'admission d'air, bah du coup je viens de l'enlever, mais l'admission d'air qui va au filtre à air, bon ça filtre l'air et tout ça. Et ici tu as le système d'injection ou de carburateur, enfin c'est plus ou moins le même principe, en tout cas la base c'est la même, c'est en gros on mélange un mélange d'air et d'essence, je crois que c'est 14 fois plus d'air que d'essence, un truc comme ça, je sais plus. Je sais plus si c'est 14 ou 17, mais c'est à peu près ça. Il y a un certain volume d'air par rapport à l'essence. Et ici, tu as le câble d'accélérateur. Le câble, il va jouer sur un papillon
Et quand le papillon il est plus ouvert, bah t'as plus d'air et du coup plus d'essence qui vient. Bon, c'est très résumé, mais ça fait accélérer le moteur, quoi, en gros, tout simplement. Voilà. Et là, il y a les 4 bougies. Il y en a une par cylindre. Hein, je crois qu'il y a certains moteurs où il peut y avoir 2 bougies par cylindre, mais c'est rare, c'est extrêmement rare, je crois. Donc là, t'as je sais pas si c'est ça la bobine d'allumage, mais en gros, c'est ce qui commande l'allumage, là. Voilà, c'est mis là-dessus, comme ça. Alors là, par contre, faut bien... tu vois, je l'ai enlevé, je l'ai remis, mais faut pas se tromper, normalement, parce que l'allumage, c'est commandé, c'est par rapport à... Je crois que c'est 1, 3, 4, 2, c'est-à-dire le premier cylindre, puis le quatrième... Attends, non, 1, 3, 4, 2. C'est dans cet ordre-là, du coup. Après, ça, c'est un exemple. Je sais pas trop exactement comment ça marche pour cette voiture-là en particulier, mais il y a un ordre, en tout cas. Et donc... Et puis là, tu as les bougies au bout, normalement. Je sais pas si ça s'enlève comme ça. En tout cas, sur une moto, il y a juste à tirer dessus et puis... Voilà, ça s'enlève. Là, je sais pas. Normalement, c'est... Je sais pas comment c'est mis, d'ailleurs. Ah si, c'est juste... ça serait juste enfoncé dessus aussi. Ah ouais, comme ça. Ah oui, c'est qu'il y a une grande... il y a un long tube, en fait, après. Et donc, la bougie... Oh bah, je la vois même pas, elle est tout au fond. Mais normalement, il y a 4 bougies, il y en a une par cylindre. Ouais, je vois à peine le culot de la bougie d'ici. Je sais pas si ça va trop se voir. Mais... Voilà. Est-ce qu'on va voir quelque chose d'ici? Bon, elle est là-dedans normalement. Donc voilà. Et la bougie, c'est ce qui va permettre d'enflammer le mélange d'air et d'essence dont on a parlé tout à l'heure. Voilà. En fait, le piston, bon, le piston, il est relié au vilebrequin par une bielle. Je vais pas tout vous expliquer non plus, mais voilà. C'est juste pour les débutants qui passeraient ici, qui se retrouveraient sur cette vidéo-là, par hasard. Mais en gros, le piston, il va comprimer un mélange d'air le mélange d'air et d'essence. Et au bon moment, c'est calculé, c'est calé pour qu'au bon moment, la bougie elle fasse son étincelle et ça enflamme le mélange d'air essence. Voilà. Et ensuite, il y a les soupapes aussi qui font partir ça, la soupape d'admission et la soupape d'échappement. Donc ensuite, la soupape d'échappement, elle s'ouvre. Et ce qui fait ouvrir les soupapes, c'est ce qu'on appelle l'arbre à cam. Donc, par contre, est-ce que je vais arriver à le remettre, le câble de bougie? Bon. L'antiparasite. Ouais, on appelle ça l'antiparasite, il me semble, sur une moto en tout cas. Mais là, c'est le même principe. Hop, bah, je crois que c'est bon. Ça, c'est... D'accord, ça s'enlève tout simplement comme ça. Yesterday. Oui, c'est juste en accordéon, un peu comme ça. Je sais pas. Ça, je sais pas où on va le mettre avec ça, hein, pour pas le perdre. Hop, faudra juste pas l'abîmer parce que c'est très fragile. Enfin, après, ça se remet en forme très facilement. Ça aussi, ça peut s'enlever, mais bon, pour l'instant, on n'a pas besoin de l'enlever. Ça, c'est quoi? C'est une des durites de refroidissement, ça. Ah, je sais pas, le support est pas assez haut, mais je vais vous montrer comme ça.
Ça, je pense que c'est une des durites de refroidissement puisque ça va, ouais, ça va au radiateur, donc c'est ça. Là, ouais, il faut démonter. Et là, si vous suivez mes vidéos sur le quad, j'ai l'impression que il y a un petit boîtier là. Attends, celui-là, il y a un petit boîtier rouge et noir. Sur le quad, c'est rouge et blanc, mais c'est la même forme. Et sur le quad, j'ai l'impression que c'est ce boîtier-là qui déconne, donc il y a peut-être une mauvaise connexion ou je sais pas. Mais c'est relié, apparemment, c'est relié à la sonde lambda, donc qui est là. Alors je sais plus trop ce que c'est, j'ai pas trop compris ce que c'est exactement la sonde lambda, mais apparemment c'est ça capte certainement le moment de l'échappement du moteur pour mieux calculer l'admission et l'allumage et l'injection, du coup, ouais, c'est ça. Pour calculer l'injection et certainement l'allumage par rapport à l'échappement, quoi. Mais ça sous-entend qu'il faut déjà qu'il y ait un échappement avant qu'il y ait l'admission et l'allumage, donc c'est pas très logique tout ça. Non, je sais pas exactement si c'est ça, mais ça aide au bon fonctionnement du moteur apparemment. Et c'est pour ça que... Ah oui! Ah, en fait, elle est... Mais c'est parfaitement normal, mais elle est tordue la jauge d'huile en fait. Elle est pas droite, tu vois, ça part un peu en courbe. C'est pour ça que c'est un peu torsadé. Ah bah oui, mon niveau d'huile, je pense qu'on est pas mal, mais de toute façon, je sais pas si on refera une vidange. La dernière vidange, c'était quand? Ah bah c'était il y a pas longtemps, c'était en novembre la dernière vidange. C'était fin novembre qu'on avait fait la vidange. Et c'était la première vidange qu'on avait faite depuis qu'on l'a, c'est-à-dire depuis avril 2022, donc depuis plus d'un an et demi même. Donc voilà. Normalement la vidange, on dit qu'il faut la faire tous les ans ou tous les 2 ans, ça dépend. Il me semble que c'est tous les ans plutôt, hein. Tous les ans ou tous les 10 000 kilomètres. Sur les motos, ça serait plutôt tous les 5000 kilomètres, mais c'est tous les ans aussi. Sachant que ouais, la plupart des habitants font plus de kilomètres en bagnole qu'en moto. Moi, je pense que ça va être l'inverse, hein. Je vais faire plus de kilomètres en moto, mais dans la moyenne d'environ 5000 kilomètres par an, et en voiture, j'en ferai peut-être 3000, je sais pas. Là, elle a pas beaucoup roulé, elle a fait 8000 kilomètres en 2 ans, je crois, à peu près. Bon, après, ça fait longtemps qu'elle roule plus, vu qu'il y a plein de problèmes dessus. Bah, ça fait... Maintenant, ça fait peut-être un mois qu'elle a pas roulé, je sais plus. Ouais, peut-être un mois. C'est possible. Ça fait bien un mois, je pense. Mais elle a 144 000 et des brouettes, là, je sais plus. 144 570, là, je sais pas si vous allez bien voir, mais... Moi, je vois 144 570, donc c'est pas mal. Pour une voiture qui a 26 ans, ça fait... Bah, ça fait pas énormément, ça fait moins de 10 000 km par an, par exemple. C'est pour ça qu'on trouve des 106... je crois qu'il y a des 106 qui ont 300, voire 400 000 km. Pour le même âge, quoi. Donc, celle-là, elle a pas énormément de kilomètres, en fait. Mais bon... si on prend notre règle en quelque sorte de 5000 km par an, ça fait 26 fois 5, 13, ça fait 130 000. Donc tu vois, celle-là, elle a fait, je pense, à peu près 6000 km par an en moyenne. Ce qui est pas énorme en fait, hein. Enfin, les voitures, je crois que c'est en général 10 000 km par an, c'est pas mal. Je trouve que c'est pas mal déjà. Mais certaines font jusqu'à 20 000 km par an, voire peut-être même encore plus. Donc, moi je trouve que 10 000 km par an, ça suffit quand même. Après, tout dépend de si tu as besoin de faire beaucoup de routes ou pas, mais... Comme il est fréquent de faire beaucoup de routes au Canada... Non, mais j'habite pas au Canada non plus, mais...
Puis le Canada, je trouve que c'est un peu ennuyeux. Bah, c'est tout plat et il n'y a que des villes américaines, quoi. C'est dommage. Sinon, il y a des grands espaces naturels, effectivement. Il y a des grands espaces. C'est vrai que c'est pas mal. C'est un peu trop loin de chez moi, effectivement. Puis je trouve que certains pays du nord de l'Europe, peut-être la Suède, Norvège, Finlande, ça se rapproche un peu du Canada, je trouve, à certains endroits. Je crois. Hein. Peut-être que je dis d'énormes conneries, j'en sais rien, mais moi j'ai cette idée-là, en tout cas, que c'est assez proche niveau paysage. Avec les forêts d'érables, de bouleaux, je sais plus ce qu'il y a. Il y a beaucoup de bouleaux dans le nord de l'Europe et il y en a beaucoup au Canada aussi. Et puis des érables aussi, puisque l'érable c'est le symbole du Canada, donc. Ouais. Et après, effectivement, ouais, il y a plein. Et puis il y a plein de conifères, voilà. Tout ce qui est sapin, les sapins, les cèdres, bon, tous les conifères en fait, voilà. Il y en a beaucoup dans le nord de l'Europe, les pins. Et notamment, même en France, en fait, à partir d'une certaine altitude, bon là on va rentrer plus dans l'altitude, alors que justement je trouvais que le Canada et la Finlande c'est assez plat. Par contre, il y fait plus froid. Ouais. En France, on a le Jura, c'est moins haut en altitude, mais il y fait plus froid, par exemple. C'est assez étonnant. C'est pas forcément l'altitude qui fait le froid, en fait, hein, même si c'est un peu lié. Mais ça dépend aussi surtout de l'exposition de la montagne. Si elle est exposée au soleil, si elle est exposée à l'ombre. Donc... Mais en gros, effectivement, jusqu'à 1500 mètres d'altitude, on trouvera un peu de tout, hein, des feuillus comme des conifères. À partir de 1500 mètres, on trouvera surtout des conifères et jusqu'à 2300 mètres. Et à partir de 2300 mètres jusqu'à 3000 mètres, on a quasiment que de la végétation rase. Et à partir de 3000 mètres, il n'y a quasiment plus rien qui pousse, en fait. Hein. Il y a surtout de la roche et de la neige. Ouais.